Un coin des pixels. Salut Internet, bienvenue sur Un Coin de Pixel. Aujourd'hui, contrairement à mon enthousiasme manifeste, je suis pas du tout content. Je suis plutôt fâché, donc je vais vous parler de ce qui m'énerve. Ça va être majoritairement basé sur, non même totalité basé sur des choses qui concernent la plateforme iOS. On va parler, pour commencer, de Touch Arcade. Alors, pour ceux qui connaissent pas, Touch Arcade, c'est un site, c'est le plus gros site qui parle de jeux iOS de la toile. C'est un site qui est justement assez critiqué. Je fais partie des gens qui le critiquent. Je trouve que au niveau de leurs reviews, ils sont pas très intéressants parce que justement souvent un petit peu trop complaisants avec les jeux. Par contre, ça m'empêche pas d'y aller souvent parce qu'ils ont des forums qui sont vraiment intéressants. Étant donné qu'ils ont une grosse, ils sont très connus. Ils ont énormément de monde sur leur forum et on voit émerger beaucoup de jeux dans leur forum qu'on trouverait pas ailleurs, et je découvre la majorité des jeux intéressants sur ces forums-là. Alors, parenthèse terminée, pourquoi je suis fâché contre Touch Arcade? C'est parce que récemment, c'était il y a un peu plus d'une semaine, je crois, ils ont fait une vidéo. Non, une vidéo, hein. Je fais des vidéos, donc du coup, eux aussi font des vidéos. Pas du tout. Ils ont fait un article qui était assez long pour expliquer que c'était un petit peu injuste qu'on dise qu'ils sont dans leur test beaucoup trop gentils parce que, alors, ils ont un système de notation sur 5 étoiles, et c'est vrai que, 90% des jeux sont entre 4 et 5 étoiles. Donc voilà, au bout d'un moment, on sait plus trop si c'est vraiment bien ou pas. Et c'est vrai que pas mal de monde en parle. Et eux, ils ont voulu un petit peu se justifier. Et la justification est merdique. Tout ce texte pour dire un tout petit peu de la merde. C'est-à-dire que leur argumentation, c'est: regardez, sur iOS, il y a beaucoup plus de jeux que sur n'importe quelle autre plateforme. Alors certes, il y a, on va dire, enfin ils font des chiffres, hein, mais je vais peut-être pas rentrer dans les chiffres parce que je vais vous dire des conneries, mais on va dire qu'effectivement, les 2 dernières années de iOS environ, c'est plus de 10 fois ou 15 fois tous les jeux qui sont sortis sur PS3. Enfin, c'est vraiment des chiffres absolument gigantesques. Et donc, eux, ils testent, ils peuvent pas tout tester, et donc ce qu'ils testent, c'est que la crème de ce qu'il y a sur iOS, ce qui fait que, du coup, tout est génial. Et que sinon, si ça prouve bien que, si ils devaient mettre des notes plus basses, il faudrait qu'ils testent des jeux moins intéressants pour que ça montre un petit peu, effectivement, que ce qu'ils testent, c'est les meilleurs, et du coup, que l'équilibre est juste. C'est-à-dire que, voilà, si eux, ils testent les meilleurs, ils doivent mettre les meilleures notes. Alors, c'est là où moi je dis c'est complètement débile comme façon de réfléchir, parce que on ne compare pas quand on fait de la critique. À aucun moment on compare les jeux les uns aux autres. Simplement parce que cette erreur, elle a été faite dans les années, dans les années 90, ceux qui se souviennent de la presse, console plus, joypad, etc. Le gros problème de ça, de l'idée de dire on va faire une espèce de catalogue où les notes pourraient être cohérentes entre elles. C'est-à-dire que si je regarde Tetris et Portal, je vois à quel niveau est Portal par rapport à Tetris. Ou même des jeux qui n'ont rien à voir, on pourrait tous les classer et dire quel est le meilleur. C'est un peu l'idée aussi de Metacritic, mais c'est complètement stupide parce que simplement, avec le temps, forcément, les mécaniques s'améliorent, les visuels s'améliorent, la façon de raconter s'améliore globalement, et inévitablement, on va avoir une espèce d'inflation de la note. C'est pour ça que à la fin des années 90, on avait Console Plus qui notait tout entre eux, ils notaient sur un pourcentage, mais ils notaient tout entre 80% et 90%, alors que sur 100, ils auraient très bien pu mettre pour les mauvais jeux des 40%, des 10%, mais non, c'était jamais utilisé parce qu'il y avait une inflation absolument gigantesque. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que quand on fait de la critique, pour être cohérent, il faut avant tout se poser, critiquer le jeu pour ce qu'il essaye d'être, ce qu'il essaye de faire, et ce qu'il essaye de le faire bien,
ou mal. Inévitablement, on va le comparer à ses contemporains qui sont autour. Est-ce qu'il y a mieux, est-ce qu'il y a moins bien? Mais il faut surtout pas tomber dans l'idée de dire je le compare à l'ensemble de la production et du coup je dois le poser sur cette espèce d'échelle, ce qui fait que effectivement les guéguerres à la Gamecult sur leur forum guéguerre qui sont toujours un peu ridicules de ah oui mais lui il a eu ça alors que lui il a eu ça, donc c'est complètement injuste, complètement stupide. Déjà c'est des gens différents qui testent et en plus de ça, voilà, on peut pas être cohérent sur des années, c'est impossible. Donc voilà, c'est pour ça que leur argument est bête. Mais en fait, ça va pour moi. En fait, je pense que c'est pas du tout des gens de mauvaise intention. Hein. Faut pas interpréter ce que je dis comme ça. C'est pas que je dis que les types c'est des sales gars et qu'ils en ont rien à foutre. Non, je pense qu'ils sont vraiment sincères dans leur démarche, mais ils ont vraiment un angle qui est un peu foiré. Parce qu'on voit aussi avec leur... Ils ont fait un Patreon, parce qu'à un moment, ils n'avaient plus les ressources pour tourner, quelque chose comme ça, malgré la pub. Et ils ont fait un Patreon pour que les gens... pour les gens les financent chaque mois pour continuer à faire vivre le site. Le truc qui montre à quel point ils sont à côté de leur pompe, pour moi, c'est d'avoir fait un Patreon où la majorité des gens qui étaient visés, c'était les développeurs en fait. Ils disaient, regardez, vous devez participer à notre Patreon parce que les développeurs ont dit qu'on était indispensable. Et il y a beaucoup de monde beaucoup de ces développeurs qui mettent de l'argent dans le Patreon pour que Touch Arcade reste. Donc là, on rentre dans quelque chose de... Ah super, tel développeur est dans notre Patreon, tel développeur... Mais mettez pas ça en avant, c'est pas vos clients, les gens qui font vivre le site, qui sont censés faire vivre le site, c'est pas les gens qui font les jeux, ça c'est les gens que vous critiquez. Ceux qui sont censés faire vivre le site, c'est les lecteurs. Et il y a une espèce de confusion comme ça. Dans son article d'ailleurs aussi, il dit oui, mais par rapport sur Metacritic, on est obligé d'être sur Metacritic pour vivre. Et puis du coup, c'est pas juste par rapport aux développeurs. Si ces jeux qui sont le top de l'App Store, et du coup, ils ont pas des notes qui correspondent par rapport à leur statut, par rapport aux autres. Mais qu'est-ce que t'en as à foutre d'être juste ou d'être pas juste? Déjà, Metacritic, c'est voilà, effectivement, ça repose sur quelque chose de bidon. Et en plus de ça, t'es là pour donner une information à tes lecteurs et t'es là pour donner la meilleure information possible. T'es pas là pour te préoccuper de est-ce que c'est juste, qu'est-ce que c'est pas juste, les développeurs, je sais pas quoi. T'es là pour tes lecteurs. Et voilà, donc c'était vraiment, je vais pas m'étendre 2000 ans parce que voilà, vous avez remarqué que ça m'énerve. Je trouve que c'est une façon de faire de la critique qui est vraiment très très bizarre et qui mène justement à tout ce qu'on connaît d'influence, de choses où même des gens de bonne volonté vont commencer à surnoter ou être trop gentils avec des jeux et donner du coup une mauvaise information au lecteur. Bref, ça c'était mon premier énervement de la semaine dernière. Le deuxième, c'est un jeu qui s'appelle Clash Royale. Vous avez peut-être entendu parler de Clash of Clans, qui est un jeu que je trouve relativement atroce, basé sur la défense de villages. On construit des villages qu'on doit défendre, et puis on se met en clan pour s'entraider entre les villages. Je trouve que c'est un des plus gros succès de l'App Store de ces derniers temps. Personnellement, j'ai trouvé ça relativement atroce. C'est bardé de timers, de monnaie, enfin de diamants, ces machins à acheter pour avancer plus vite. Enfin bref, tout ce que je déteste. Et là, ils ont sorti un nouveau jeu qui s'appelle Clash Royale. Et Clash Royale, en fait, c'est un espèce de bijou de gameplay emballé dans du caca. Si on pousse le caca, c'est vraiment pas mal. C'est-à-dire que le gameplay central, c'est un mélange de... Alors, il y a un aspect au niveau de la map qui fait un peu penser au MOBA, c'est-à-dire qu'on a deux lanes, comme dans les MOBA, deux voies qui relient deux châteaux. Sur ces lanes, on a de chaque côté, on a deux tours, le château au milieu, une tour de chaque côté, l'autre côté, le château au milieu, une tour de chaque côté, et puis on a un deck de cartes qu'on peut créer avec différentes créatures, et pendant le match, elles vont être tirées au hasard, on va en avoir 4-5 devant nous, qu'on va pouvoir jeter, qui coûtent un certain coût de mana. Le mana se remplit au fil du temps, à un rythme régulier.
et on doit spawner des unités de façon stratégique. Donc on peut les poser où on veut sur le terrain, c'est pas genre on les pose sur une lane et puis on les pose à un endroit précis puis après elles avancent tout seules. Non, non, on peut les poser où on veut dans notre espace à nous, et ensuite elles vont avancer, se diriger vers les châteaux adverses, et c'est hyper intéressant parce que les unités ont toutes des possibilités vraiment relativement différentes. On comprend vite leurs enjeux, vite avec lesquels elles sont complémentaires, les bons combos, et les parties durent, c'est hyper bien calculé pour du téléphone portable. C'est juste la pause caca, c'est environ 2 minutes, 3 minutes la partie, et le jeu est hyper amusant. En fait, il y a beaucoup de prises de décision hyper intéressante en 2-3 minutes. Et les combats sont toujours assez serrés, parce que malgré le fait que... Alors, voilà, c'est là où on rentre dans le caca, hormis déjà le visuel, qui est vraiment dégueulasse, hein, c'est tout ce qu'il y a de plus immonde et de mauvais goût, mais hormis ça, il y a aussi ces timers. On peut pas jouer... en fait, on peut jouer un certain nombre de parties, mais on stocke des coffres quand on gagne, qui nous permettent de gagner des cartes, qui permettent d'améliorer nos unités. Et du coup, ces coffres, dès qu'on en a 5, on n'a plus de place pour en stocker, et chaque coffre met de 3 à 12 heures à s'ouvrir. Donc du coup, effectivement, au bout d'un moment, ça devient moins intéressant de jouer. À part, effectivement, pour monter dans le classement. Il y a un classement où chaque victoire nous apporte des points. Ça aussi, pour un jeu de ce type, c'est complètement inédit. D'habitude, les jeux de ce type essaient de brosser les gens dans le sens du poil et éviter trop de mettre des classements où on gagne ou on perd des points. On fait que gagner des points. Et bien là, non. Dès qu'on perd, on perd des points. Dès qu'on gagne, on gagne des points. Et du coup, il y a des nouvelles arènes qui se débloquent avec des cartes, des nouvelles possibilités au niveau des unités qu'on peut utiliser. Donc tout ça, c'est bien fait. C'est juste vraiment dommage qu'on puisse pas y jouer autant qu'on veut. Et qu'il faille toujours attendre et puis lancer ses timers. Alors après, oui, ça correspond avec une utilisation de je joue dans le métro ou de temps en temps, ou je joue aux toilettes de temps en temps, ou voilà, dans mon lit avant de me coucher. Mais je peux pas m'empêcher de me dire que des fois, j'aimerais me faire des grosses sessions et puis vraiment enchaîner les matchs. Et là, c'est pas trop rentable, c'est pas trop intéressant dans le cadre du méta-jeu. Donc voilà, je peux pas m'empêcher de me dire que c'est dommage. Et puis la montée en niveau des unités, qui est des fois un petit peu... Voilà, c'est tous ces systèmes de montée en niveau. Est-ce que les unités, ça serait pas juste bien, en fait, pour le plaisir, enfin pour le bien du gameplay, ça serait mieux qu'elle n'ait pas de niveau, c'est-à-dire que ça soit juste basé sur la bonne utilisation ou la mauvaise utilisation, et pas si celui qui a l'unité avec le plus haut niveau, mais forcément pour la monétisation, c'est pas bien. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre ces conneries de niveau. Alors voilà, c'est gratuit. Je peux que vous conseiller d'essayer. Je sais pas si c'est dispo déjà sur l'App Store suisse. Moi, j'ai été le pomper sur l'App Store de Nouvelle-Zélande ou du Canada, je sais plus. Mais ça devrait sortir tout soudain sur l'App Store suisse. Et je peux que vous conseiller d'y faire un tour, rien que pour voir les bonnes idées de design. Et puis peut-être c'est l'occasion de donner d'autres idées. En fait, il faudrait reprendre ce concept, mais en plus propre, en plus élégant. Je trouve que ça serait vraiment intéressant. Donc bref, essayez Clash Royale. Et pour terminer... on va arrêter de s'énerver et on va dire des choses cool. C'est ce que vous voyez depuis tout à l'heure. Le jeu auquel je suis en train de jouer, c'est Lara Croft Go, qui est, pour ceux qui ne connaîtraient pas, la suite spirituelle, parce que ça a été fait par la même équipe, de Hitman Go. Hitman Go, c'est sorti maintenant il y a plus d'1 an, je crois, ou 1 an à peu près. C'était une idée assez géniale. Pareil, comme vous voyez là, on a des points sur le sol sur lesquels on avance, et chaque fois qu'on fait avancer notre personnage, ça fait avancer un tour, et tous les ennemis ou les éléments du décor avancent d'un cran, enfin les éléments qui bougent. Et à l'époque, Hitman Go avait un design assez cool avec des boîtes comme c'était des boîtes d'un jeu de plateau, avec des figurines vraiment sur un socle qui avançaient, donc le personnage n'était pas animé, c'était vraiment comme si on jouait à un jeu de figurines. C'était hyper joli, ça reprenait très très bien l'esprit d'infiltration de Hitman, mais avec un principe au tour par tour. Le petit problème, c'est que j'avais jamais pu arriver au bout, parce que pour moi, il avait un problème fondamental, c'est qu'on passait beaucoup de temps à agiter notre pion pour essayer de comprendre. En fait, tout était basé sur les patterns des ennemis. En fait, les ennemis bougeaient d'une certaine façon, et il fallait comprendre lequel allait où, quel type d'ennemi avait, si on allait là, risquait de nous toucher ou pas. Et du coup, on passait beaucoup de temps à faire avant-arrière pour voir bouger tous les ennemis, essayer de comprendre un peu ce qui se passait, essayer de s'enfiler au milieu. Résultat, c'était un peu redondant. Il n'y avait pas le plaisir de se dire, je laisse tout poser, je regarde tous les éléments qu'il y a, et je vais pouvoir déduire
ce que je dois faire du premier coup et pas bouger pendant je sais pas combien de temps sans but, en fait, sans piger trop ce qu'il faut faire. Alors que là, Lara Croft Go corrige complètement ça. Alors certes, certains ont dit que le jeu était moins bien que Hitman Go parce qu'il était moins long. Alors encore une fois, d'ailleurs je crois que, pour revenir à Touch Arcade, je crois qu'il faisait partie de ceux qui avaient dit ça, et moi je comprends pas. Voilà, moi je comprends pas du tout, parce que qu'est-ce qu'on s'en fout que ce soit long ou que ce soit court. Certes, Lara Croft Go est beaucoup plus court, il se boucle en, je sais pas, 2-3 heures, je crois. Mais par contre, quand on arrive, déjà on arrive au bout, parce que le design est nettement meilleur. C'est-à-dire que dans celui-là, justement, on est dans ce cas-là où on peut vraiment anticiper tous les pièges, et anticiper le rythme qu'on va avoir dans le niveau, et on résout les situations enfin pas du premier coup, peut-être des fois on va se tromper, mais au moins on prend une direction, on se lance, on dit ok, moi j'essaye ça ce coup-là, si je meurs je réessaye autre chose. Tandis qu'Hitman Go c'était je sais pas ce qu'il faut essayer. Alors là vraiment ça c'est très très bien designé. Et du coup, à mon avis, c'est nettement meilleur. Parce que quand on arrive à la fin, quand on arrive au bout de nos 2-3 heures, on est hyper content. On a eu énormément de plaisir. On voudrait peut-être éventuellement, effectivement, une ou deux sections de plus. Mais moi, je préfère arriver avec cette idée de ah, c'était cool, je me suis éclaté. Et puis, je n'aurais voulu plus tellement c'est bien. Que d'arriver avec Hitman où, effectivement, au bout d'une heure, il m'est tombé des mains parce qu'il n'était pas assez bien designé. Donc, je comprends pas bien comment on peut dire que Lara Croft Go est moins bien dans la mesure où il est mieux designé au niveau de ses puzzles. Donc voilà, donc moi on va gentiment finir, parce que j'ai gentiment fait le tour de tout ce que je voulais vous dire pour cette semaine. Donc essayez Lara Croft Go, je crois qu'il fait partie des jeux avec un prix un peu plus élevé, il doit être à 5 balles. Mais alors c'est vraiment un investissement dont vous serez extrêmement heureux, donc n'hésitez pas si vous aimez un tout petit peu la réflexion. Voilà pour cette semaine, je vous laisse avec cet échec, et puis à la semaine prochaine.